sur Europe 1, au cœur de l'histoire. À partir de demain et jusqu'au 5 juin, le musée de Villeneuve-d'Ascq consacre une exposition à Modigliani. Franck Ferrand a sauté sur l'occasion pour nous parler aujourd'hui du grand peintre. Bonjour Franck. Bonjour Ombline, bonjour à tous. Amadeo Modigliani est un des papes de l'art moderne et nous avons dans ce studio l'un des papes de l'histoire de l'art. C'est Serge Legas, c'est vous dire si nous sommes en bonne compagnie cet après-midi. Puis vous savez que tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à la question de Pascal sur l'origine du nom du quartier de Montparnasse, où nous allons tout de suite. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Quand il peignait, il mettait votre âme à nu. Dans ses mémoires, Lunia Tchaikovska, qui est un des modèles d'Amadeo Modigliani, résume en quelques mots le talent de cet artiste, celui de saisir une personnalité en un instant et en seulement quelques traits, qu'il s'agisse d'un nu, d'une petite fille, d'un ami ou d'un homme accoudé au comptoir. Si Modigliani est aujourd'hui l'un des peintres les plus célèbres, les mieux vendus au monde, son existence, quoique fulgurante, n'en a pas été moins difficile. Vous allez voir même par quelles terribles épreuves il a pu passer. Amadeo, en italien, ça veut dire aimé de Dieu, mais comme chacun sait, qui aime bien, châtie bien. Nous sommes en mars 1917 à Paris, donc dans le quartier de Montparnasse, alors que les gens parlent de la guerre, mars 1917, on est dans cette guerre qui n'en finit pas. Un homme élégant, vêtu d'une veste de velours côtelé et portant un chapeau, est occupé à dessiner. Nous sommes au café de la Rotonde. On peut dire que notre homme fait partie des habitués. En quelques secondes, de la pointe de son crayon, il esquisse un portrait, il déchire la feuille, il la donne à son modèle, un jeune homme qui était venu boire un verre avec ses amis. Le client de rencontre donne une pièce et il repartira bientôt son dessin sous le bras. La pièce en question devrait servir à payer une eau de vie que le dessinateur vient de commander. Amadeo Modigliani, à cette époque, a 32 ans et l'on peut dire de la Rotonde qu'elle est un de ses repères. Tout le monde dans le quartier connaît ce juif italien venu de Livourne où il est né en 1884. Il avait 22 ans au moment de son arrivée à Paris, en 1906 donc. Il donne le sentiment de hanter le quartier de Montparnasse. Il change assez souvent d'atelier. Il faut vous dire que s'il a besoin de changer d'adresse quasiment tous les mois, c'est que les créanciers sont là, qui le poursuivent constamment. Il s'est initié d'abord à la sculpture avant d'abandonner la sculpture pour la peinture. À cette époque, de nombreux écrivains, des poètes, alors des sculpteurs et des peintres évidemment, fréquentent Montparnasse et ses ateliers. Je pense à la cité Falguière notamment, je pense à la Ruche, etc. La Ruche porte bien son nom, c'est un quartier bouillonnant, c'est un véritable creuset culturel que ce quartier de Montparnasse où l'on mène à l'époque une vie bohème. Ils sont jeunes, ils sont pauvres, pour la plupart ce sont des immigrés venus notamment d'Europe centrale, ils se retrouvent dans les cafés du quartier. Alors on pense toujours à la Coupole, au Dôme, à la Rotonde, etc. On pourrait ajouter le Select, tous ces cafés existent toujours d'ailleurs et je vous engage à aller vous promener un peu dans ce coin du boulevard Montparnasse car il y a encore un petit peu quelque chose de l'ambiance de l'époque. Je dis bien un petit peu, et on pourrait même dire un tout petit peu. Parmi eux, des peintres comme Picasso, Kisling, Fujita, Soutine, Derain, Diego Rivera, bien entendu, des sculpteurs comme Zadkine, mais aussi des poètes. Max Jacob, Blaise Cendrars, je mettrai Jean Cocteau peut-être un peu à part. Modigliani a fait leur portrait à tous. Il faut vous dire qu'à Montparnasse, le Livournais ne laisse personne indifférent. D'abord, il est très beau et il est très élégant. Je cite Blaise Cendrars. Modigliani était beau, divinement beau. Il était habillé comme les jeunes Italiens qui sortent des mains d'un tailleur italien. Il portait une gabardine cousue main, pincée à la taille, avec des manchettes qui papillonnaient quand il gesticulait. Or, il gesticulait beaucoup. Modigliani, vous l'aurez compris, est doté d'un véritable charisme. Voilà ce que nous dit l'acteur Pierre Bertin. Modigliani avait une tête magnifique. Il n'était pas grand, mais il se promenait avec une grande liberté. On aurait dit Don César de Bazin dans Ruy Blas.
Mais Modigliani est souvent ivre, il faut le dire, il passe son temps à boire, des nuits entières, jusqu'à l'aube, il se fait beaucoup remarquer. Lorsqu'il est ivre, il déclame avec son fort accent italien des vers de Dante, je cite Jean Cocteau. Pour l'obliger à aller se coucher, c'était terrible. Il piétinait sur place, il faisait une espèce de danse de l'ours et il avait une ceinture qui faisait 50 fois le tour de sa taille. Alors le peintre Kissling essayait de le retenir par sa ceinture, Modigliani se déroulait jusque très loin puis se réenroulait avec cette ceinture. Ça c'est la magie du verbe de Cocteau, on a l'impression d'y être. À noter que Modigliani a une autre addiction, au-delà de l'alcool bien sûr, c'est la drogue. Il prend du hashish, ses excès dégradent une santé déjà fragile, il a toujours été fragile depuis l'enfance. Modigliani est atteint de tuberculose. Ça ne l'empêche pas de continuer à œuvrer. Il travaille beaucoup, il travaille vite, il ne reprend jamais un portrait et on dit toujours qu'avec lui, 1 ou 2 séances suffisent. Nous verrons tout à l'heure avec Serge Legas comment exactement il s'y prend, comment il travaille. Il ne me demande pas grand-chose pour ses portraits, seulement quelques francs quand vous pensez à ça, et de l'alcool. À la Rotonde, nous dit Cocteau, il faisait le portrait des uns et des autres, il se promenait comme une gitane tireuse de cartes et il distribuait ses dessins, il les donnait. Modigliani vit donc dans la misère et quand il a un petit peu d'argent, il le dépense aussitôt pour boire. Il était pauvre et on ne pouvait pas le sauver, nous dit André Salmon. Il aurait pu avoir une vie dite normale, mais il gâchait tout. La situation est d'autant plus critique pour lui que, vous l'aurez compris, les clients ne sont pas nombreux. Le seul qui croit vraiment en lui, c'est Léopold Zborowski, c'est un poète polonais qui lui achète des œuvres, qui essaie de l'exposer d'ailleurs, qui va essayer de payer quelques-unes de ses dettes, les plus criantes, et qui lui donne de l'argent à chaque fois que nécessaire. Alors, quand il vient de finir son eau de vie en ce jour de mars 1917 à la Rotonde, Modigliani se dit que l'espoir est maigre, qu'il est mince, et pourtant, il va faire à ce moment-là une rencontre déterminante. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Modigliani est au cœur de l'histoire et vous nous racontez, Franck Ferrand, la fin de l'existence du peintre qui vit dans la misère et de cette rencontre qui va être déterminante. Et oui, donc on est en mars 1917 à Paris, à Montparnasse. Et voilà qu'une jeune femme très belle, très élégante, arrive à la Rotonde accompagnée d'une amie. Cette amie est sculpteur, elle s'appelle Chana Orloff. Elle veut devenir peintre, elle a 18 ans elle-même et elle s'appelle Jeanne Hébuterne. Ce nom-là, vous n'avez pas fini de l'entendre aujourd'hui. Elle étudie à l'Académie Colarossi, une école d'art qui a vu passer un certain nombre d'étudiants devenus célèbres. Je pense à Camille Claudel, bien entendu, ou dans un autre registre, Paul Gauguin. Je cite Chana Orloff. Jeanne était une petite statue gothique avec ses longues nattes et ses grands yeux verts extraordinaires. Elle avait quelque chose de mystérieux. Amadeo Modigliani est immédiatement subjugué par cette étudiante timide. Il parle avec elle, il parle avec Jeanne Hébuterne. Leur passion ne va pas tarder à naître. On peut parler, je pense, d'un coup de foudre à leur propos. Pourtant, Modigliani a souvent eu des rapports difficiles avec les femmes, et avec une en particulier, la journaliste anglaise Beatrice Hastings, qui était poétesse à ses heures. Leur relation a été très orageuse, ça a duré 2 ans, mais alors 2 ans chaotiques. Modigliani, je vous ai dit qu'il était très souvent ivre, s'est disputé sans arrêt avec Béatrice, et jusqu'à un soir de l'été 1916, où il a rompu avec elle à l'issue d'une énième beuverie. Ils ne se sont jamais revus. Eh bien, au bout de quelques semaines, Jeanne Hébuterne, elle, va manifester le souhait, le désir d'habiter avec l'artiste. Elle va quitter sa famille, une famille de bons bourgeois parisiens, qui refuse évidemment totalement cette liaison avec un Italien alcoolique, misérable et juif de surcroît. En juillet, Modigliani et sa nouvelle compagne s'installent néanmoins au 8 de la rue de la Grande Chaumière. Ça fait rêver, hein, on est dans Montparnasse, on est avec Modigliani dans la rue de la Grande Chaumière. C'est le marchand Léopold Zborowski, justement, hein, qui a loué pour Modigliani le petit endroit. Le quotidien est rude, hein, évidemment, le couple ne mange pas à sa faim, Modigliani travaille beaucoup, il ne vend quasiment rien, les portraits aux yeux vides et au regard souvent mélancolique n'intéressent personne à cette époque. Vous imaginez toute l'ironie d'une situation quand on pense qu'aujourd'hui ils font courir la terre entière. Ils sont là, ces portraits qui à l'époque s'entassent dans l'atelier. Modigliani boit, et il tousse aussi, le pauvre, constamment. Heureusement, Zborowski, on l'appelle Zboro, hein, dans le quartier, il est là, il paye le loyer. Il est conscient, lui, du génie de cet artiste. Et puis, maintenant,
Maintenant, il y a Jeanne. Elle aime son compagnon. Elle l'étreint quand il tousse beaucoup et qu'il a de la fièvre. Et bien entendu, elle va lui servir de modèle. Elle devient très vite son modèle favori. À la fin de l'année 1917, au milieu de cette bohème si difficile, arrive une bonne nouvelle. Modigliani va avoir sa première exposition personnelle à la galerie Bertweil, une célèbre galerie de l'époque. Et encore une fois, c'est Sborro qui a obtenu ça. Le 3 décembre, le vernissage attire quand même pas mal de monde. Jeanne Hébuterne et Zborowski sont ravis. C'est certain, les tableaux de Modigliani vont enfin être achetés et peut-être que c'en est fini des vaches maigres. Sauf que, quelques jours plus tard, des policiers font irruption dans la galerie. Sur ordre du préfet de police, ils ordonnent que 5 peintures à l'huile, toutes des nus féminins, soient décrochées de la vitrine. Et oui, on a considéré qu'il y avait outrage à la pudeur. Pourquoi ? Parce que les femmes sont nues. Ça, on en a vu beaucoup, depuis Bouguereau et bien avant. Oui, mais le problème, c'est que les nus ont des poils. Je cite Francis Carco. Les nus semblent ne découvrir que certains modelés du ventre, des seins ou le sourire de bouche plus ambigu qu'un sexe. La souplesse animale parfois immobilisée, ses abandons, sa faiblesse heureuse, n'ont point encore connu de peintre plus soucieux de les traduire si bien que ça finit par choquer tout le monde. Ça fait scandale, cette histoire. Et un tel scandale qu'aucun des tableaux n'est vendu. Zborowski et Jeanne Hébuterne vont donc repartir avec tous les tableaux. Vous imaginez, on a l'impression quand même d'une malédiction. Et le pauvre Modigliani, lui, tousse. Au début de l'année 18, il continue néanmoins à travailler dans une situation qui est difficile, situation matérielle intenable, situation de santé également qui se détériore. Sborro envoie Amadeo et Jeanne sur la Côte d'Azur, à Nice. Il se dit que le bon air de la Côte d'Azur devrait faire du bien à Amadeo. Et le couple attend un enfant à ce moment-là. Sous la lumière du midi, on va voir Modigliani éclaircir sa palette. Il peint même des paysages, figurez-vous, c'est assez neuf ça pour lui, 4 en tout, où l'on sent une influence qui sans doute est un peu celle de Cézanne, et pour cause. Mais même loin de Paris, de Montparnasse, de ses cafés, même loin de son univers bohème habituel, Modigliani continue de boire et de boire encore. L'un de ses modèles, Jacqueline Survage, nous dit « Il était d'une courtoisie exquise et grand seigneur, très beau, magnifique, toujours gai et intelligent, même s'il me quittait de temps en temps pour boire un peu. Alors je lui faisais la morale et il était gentil. » Lors de son séjour sur la Côte d'Azur, Modigliani vient voir Renoir à Cagnes, dans sa villa des Colettes. Renoir est un monsieur très âgé, quasiment paralysé. Vous savez qu'il a des rhumatismes terribles qui l'empêchent d'ailleurs de tenir ses pinceaux. Il faut les lui attacher aux mains. Il ne lui reste à ce moment-là que quelques mois à vivre, je vous le dis. Il le reçoit. « Alors vous êtes peintre ? Eh bien moi, je plotte les fesses pendant des jours et des jours avant de terminer une toile, lui dit-il. Modigliani lui répond « Au moins, monsieur, je n'aime pas les fesses. » Le 29 novembre 1918, Jeanne Hébuterne va donc donner naissance à la petite, qui va s'appeler Jeanne. Mais Modigliani, en attendant, n'est pas le père qu'il lui faudrait à cette Jeanne. Il ne vend toujours pas de tableaux. Il est un peu en marge des grands mouvements artistiques qui sont en train de secouer l'art de ce début de XXe siècle, le fauvisme, le cubisme, l'abstraction. Tout ça le laisse un peu de côté, si je puis dire. Son caractère fantasque, cette incapacité qu'il a à se conduire, écarte de lui les marchands. Sa santé ne s'est pas améliorée sur la Côte d'Azur. Le couple vit toujours dans la misère, vous l'aurez compris, avec maintenant en plus un bébé à charge. Sborro envoie de l'argent depuis Paris, mais ce n'est pas assez. Alors il va falloir rentrer, bien sûr. Et pour vivre, quelle vie ? Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Amedeo Modigliani est au cœur de l'histoire sur Europe 1. Vous évoquez, Franck Ferrand, la fin de la vie du grand peintre et de son départ de la Côte d'Azur à l'aube des années 1920. C'est le 31 mai 1919 qu'Amadeo Modigliani, sa compagne Jeanne Hébuterne et leur petite fille Jeanne reviennent à Paris. Ils s'installent de nouveau rue de la Grande Chaumière. Jeanne est confiée à une nourrice, c'était souvent le cas pour ces couples difficiles. Jeanne Hébuterne, à l'époque, est de nouveau enceinte et Amadeo s'engage cette fois à l'épouser. Il la peint en attendant. Il la peint de plus en plus. Il travaille d'arrache-pied. Les visages de ces portraits ont tendance à s'allonger selon une sorte d'anamorphose qui n'est pas sans rappeler Gréco d'une certaine manière. Alors, entre un verre d'alcool et un coup de pinceau, Modigliani
travaille, je ne sais plus comment dire. Est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il crée plutôt? Je pense que ce verbe convient mieux. Et il tousse, et il tousse. Son état empire, il a beaucoup changé physiquement. On a une photo de cette période, je l'ai là entre les mains. On peut dire qu'il n'a plus rien du dandy arrogant des photos antérieures, lorsqu'il était arrivé à Paris, qu'il était encore si beau. Le regard maintenant est devenu triste, les yeux sont très cernés, le visage amaigri et rongé par une barbe. Il n'en est pas moins toujours très élégant. Ça, c'est son côté italien, sans doute. Il sait néanmoins au fond de lui que la fin de sa vie est proche. Il va réaliser un portrait dans lequel le visage est complètement émacié, pâle, le regard vide. On a un peu l'impression, certains diraient d'un masque africain, moi j'ai plutôt envie de dire d'un masque mortuaire. Les conditions de vie du couple ne s'améliorent pas et Jeanne est obligée de faire des petits portraits qu'elle vend quelques sous pour pouvoir survivre. Les repas sont presque toujours les mêmes, on mange des haricots rouges chez les Modigliani. Ils parlent d'emmener Jeanne, d'emmener leur fille et leur futur enfant en Italie. Alors c'est vrai qu'il expose un peu Modigliani. En septembre 19, il est exposé à Londres où il va remporter du reste un grand succès. Francis Carco fait l'éloge de son travail dans un magazine suisse. 4 peintures seront exposées au salon d'automne. On se dit ça y est, ça commence à venir. Janvier 1920, froid glacial à Paris dans l'atelier, donc toujours rue de la Grande Chaumière, un atelier qui n'est pas chauffé du tout. Modigliani ne se sent pas bien et il tousse. Il a une très forte fièvre, il commence à avoir des hallucinations. Jeanne se serre contre lui, elle est enceinte, je vous l'ai dit, elle essaie de le réconforter comme elle peut. Il y a un ami qui était sans nouvelles du couple depuis plusieurs jours qui vient les voir et il constate que Modigliani est déjà alité et qu'il est inconscient. Le peintre est emmené d'urgence à l'hôpital de la Charité le 22 janvier. Jeanne ne le quitte pas, elle est là à ses côtés, elle est en larmes, elle le serre de plus en plus fort, sauf que 2 jours plus tard, le 24 janvier vers 21h, le peintre meurt d'une méningite tuberculeuse. Il n'avait pas repris connaissance depuis son hospitalisation. Il a 35 ans au moment de sa mort. On dit que juste avant de mourir, il aurait murmuré « Italia, cara Italia, Italie, ma chère Italie ». Le lendemain matin, aux premières heures du jour, Jeanne Hébuterne se jette du 5e étage de l'appartement de ses parents. Ce n'est pas une mort, ce sont 2 qui vont endeuiller tout le quartier de Montparnasse. Elle est morte sur le coup, évidemment. Elle avait 21 ans, elle, et elle a tué en même temps qu'elle. Elle a tué son 2e enfant, celui qui était sur le point de naître. La famille de Jeanne refuse de prendre son corps en charge. Il sera transporté par un ouvrier sur une brouette. Léopold Zborowski informe le frère de Modigliani, qui est resté en Italie, il s'appelle Giuseppe Emanuele, et lui dit... ce frère, il lui dit « Enterrez mon frère comme un prince ». Et je voudrais ici citer André Salmon. Modigliani, fils de roi, prince de l'esprit, aristocrate en chandail, avançait dans la vie les narines frémissantes, ivre de toute la beauté et de toute l'intelligence du monde. C'est le 27 janvier 1920 que Modigliani sera enterré au cimetière du Père-Lachaise. Quant à Jeanne, elle est au cimetière de Bagneux. Quelques années plus tard, on va la ramener. Elle ne pourra pas tout à fait se serrer contre Modigliani, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Bonjour Serge Leguin. Bonjour Franck. Je viens d'être bien triste avec vous. Nous allons retrouver de la joie et des couleurs. Gnosien numéro 1 d'Éric Satie, interprété par Thomas Dutronc sur Europe 1. Modigliani est au cœur de l'histoire et pour évoquer le grand peintre, vous recevez Franck Ferrand, le conférencier des musées nationaux et professeur à l'Institut d'études supérieures des arts, Serge Leguin. On se dit, on va parler de Modigliani, on va parler de Montparnasse et de la bohème de cette époque extraordinaire du début du XXe siècle. Et en fait, on se retrouve à pleurer sur le sort d'un artiste qui n'arrive même pas à vendre ses toiles et qui n'arrive pas à affronter vraiment la vie, Serge Leguin. Oui, Modigliani, c'est l'image d'un destin tragique, vous l'avez parfaitement évoqué. C'est en même temps une figure que l'on a peut-être trop longtemps associée à la notion d'artiste maudit. On en a fait le symptôme par excellence, l'archétype de l'artiste maudit, ce que n'est pas totalement Modigliani, puisqu'un artiste maudit, c'est effectivement quelqu'un qui n'arrive pas à vendre ses œuvres, mais qui n'est pas en plus reconnu, alors que dans sa courte vie, Modigliani a exposé, a été reconnu par la critique, il y avait des soutiens qui
qui était autour de Modigliani, mais l'argent n'était pas là, la difficulté, la maladie était très présente. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est un peu le Mozart de la peinture? Après tout, il meurt à 35 ans, ça ne s'invente pas. Ça, il y a une sorte de parallélisme qu'on pourrait tout à fait évoquer. Il y a chez lui une inspiration qui échappe au mode du temps, même si évidemment on peut comparer, hein, il y a des points de comparaison, mais quand même il est un peu à part. Je dirais même qu'il est inclassable. C'est peut-être la grande force de Modigliani, c'est que c'est un artiste qui a côtoyé toutes les avant-gardes de son temps. Vous avez parlé du néo-impressionnisme, du futurisme, du cubisme, de l'expressionnisme, etc. Modigliani a rencontré ces artistes, a été au contact de cette modernité, mais lui-même a une propre démarche, et une démarche qu'il n'est pas possible d'embrigader dans tel ou tel vocable artistique traditionnel. On ne peut pas dire qu'il ait été vraiment soutenu par sa famille, c'est le moins qu'on puisse dire. Son père était un homme d'affaires complètement ruiné. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il a été très soutenu par sa mère. Il a un lien très fort avec sa mère, et d'ailleurs lorsqu'il arrive à Paris en 1906, il vit pas forcément très bien, mais il vit grâce à l'argent, qui est l'argent que sa famille lui donne. Sa mère, entre autres, lui permettra d'avoir l'héritage d'un oncle. C'était vraiment ce qu'on appelle une mère juive. Totalement. Et c'est une des choses très importantes. C'est ce côté juif des deux côtés, d'ailleurs paternel et maternel, important dans les origines de Modigliani. Alors moi, je l'ai appelé Amadeo, je trouvais ça plus joli, mais il faut savoir qu'on l'appelait Maudit, évidemment. Oui, sa famille l'appelait Dedo. Et après, ses amis, entre autres les amis de Montparnasse, l'appelaient Maudit. Alors, il a toute sa vie souffert des poumons. On peut dire que la tuberculose aura été sa première compagne. Ah oui, il a 10-11 ans quand il a une première attaque de pleurésie, et par la suite, la fièvre typhoïde, la tuberculose sera un accompagnement tout au long de cette courte destinée. Et ça va d'ailleurs orienter totalement sa vie, puisque c'est au fond la maladie qui fait qu'on le retire du lycée. Il est né à Livourne, comme vous l'avez précisé, et il va être retiré du lycée pour aborder le domaine artistique, là encore une fois avec une mère qui comprend son talent, puisque très jeune, elle se posait des questions, comme toute mère juive, sur son fils, et elle avait dit qu'il y aurait peut-être en lui un futur artiste. Elle avait senti et eu une sorte de prémonition. Il y a chez lui, en quelque sorte, la connaissance presque innée de l'art italien. C'est assez étonnant. Il est italien jusqu'au bout des ongles. D'ailleurs, ses derniers mots, c'est Italia cara Italia. Donc, c'est une appartenance culturelle forte. Très forte. Et d'ailleurs, vous parliez aussi de son élégance. Oui, voilà, très ça, italien. Voilà, on retrouve cette espèce d'arrogance italienne dans la mise, dans le paraître, qui est très italien. Et ça correspond. D'ailleurs, ça explique aussi le succès extraordinaire de Modigliani auprès des femmes. C'est vraiment un don Juan. Il séduit les femmes qu'il rencontre. Et il y a chez lui une appétence à rester en lien avec ce monde italien. Ça, c'est quelque chose de très essentiel chez lui, et c'est une des choses qui explique aussi à quel point la culture italienne classique a profondément marqué Modigliani. Modigliani, c'est un peintre moderne, mais c'est aussi un héritier du passé. Il a visité les grandes collections italiennes, il est allé à Florence, il est allé, etc. Absolument. Oui. Lorsque, justement, pour espérer une convalescence, une amélioration de sa santé, il part avec sa mère, il va voyager à Rome, à Capri, à Amalfi, à Florence, et là il découvre les trésors artistiques qui sont ceux évidemment des grandes villes de l'art italien. Donc il se nourrit de ce qu'il voit. On peut dire que la peinture le passionne de tout temps. On ne se souvient pas d'avoir connu un petit Modigliani qui n'aurait pas aimé la peinture. Il aime l'art dès le départ, et il aime la sculpture. Puisque chose très intéressante, à un moment il envisage d'ailleurs de plutôt laisser de côté la peinture pour la sculpture, qui est sa véritable passion. Et là, ce seront aussi des problèmes de santé qui font la taille directe, c'est de la poussière. Le travail de la pierre, c'est difficile pour quelqu'un qui souffre des poumons. Et évidemment. Et cela dit, la peinture, c'est pas toujours mieux non plus. C'est pas forcément mieux. Les essences qu'on respire et qui peuvent être assez dévastatrices. Quelle est sa formation? Quelles sont ses écoles, si je puis dire? Il a appris à peindre. Il a une vraie formation classique, puisqu'il entre dans un premier atelier. Il entre justement dans l'atelier d'un peintre qui est Guglielmo Micheli, et qui est un élève du très célèbre Giovanni Fattori. Alors tout ceci se situe un peu dans un mouvement italien qu'on appelle les Macchiaioli. Les Macchiaioli, c'est à peu de choses près les impressionnistes français. Voilà. C'est un mouvement artistique. Alors Macchiaioli, ça vient de macchier en italien,
malin les tâches, puisqu'on travaille par juxtaposition de taches de couleurs. Et donc Modigliani est formé dans cet univers, qui est un univers qui a beaucoup triomphé dans les années 1855-1860. Donc il est issu de cette formation et il a une très solide culture. Ce goût pour la culture classique, il l'apprend très très tôt. D'ailleurs, il continuera sa formation à Florence, où cette fois-ci il entrera dans l'école libre du nu, le nu qui sera un des grands thèmes de son travail. Di nudo. Di nudo, absolument. Et ensuite c'est Venise à la vingtaine à peu près. Absolument. Et à Venise, il y est en 1903, où il va continuer sa formation aux Beaux-Arts. C'est hélas, par contre, à Venise, sans aucun doute qu'il découvre le hashish. Voilà, les drogues vont compter. C'est sûrement à Venise que dans une vie qui commence à devenir une vie extrêmement trépidante, la drogue va commencer à compter pour lui. Alors, à l'époque, lorsqu'on est sculpteur, peintre, voire même poète, il y a une grande ville d'attraction, la ville lumière, qui est en train de rayonner sur le monde des arts, c'est Paris. C'est l'attraction. Le début du XXe siècle, Paris est un pôle d'attraction pour tous les artistes, ce qui explique que un Espagnol comme Picasso vient à Paris à ce moment-là, que Modigliani arrive en 1906. Et ce qui va être assez extraordinaire chez Modigliani, c'est qu'il va parfaitement représenter la dichotomie que représente Montmartre et Montparnasse, puisque vous avez beaucoup parlé de Montparnasse, mais j'en dirai un mot tout à l'heure dans le retour aux origines. Oui. Il s'installe à Montmartre et c'est un peu logique. Montmartre, c'est le lieu des artistes. Et le bateau Lavoir. Le bateau Lavoir, absolument, où triomphe Picasso. C'est Max Jacob qui a d'ailleurs donné le nom de bateau Lavoir à cet endroit, qui est un ancien atelier devenu une sorte d'assemblage de bicoques tout à fait étonnante. Et le bateau Lavoir accueillera, entre autres, je l'ai dit, Picasso. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, eh bien, Montmartre devient un peu trop bourgeois, on dirait de jour, un peu trop bobo. Il y a des rapins qui sont des peintres de troisième zone, et c'est un peu la raison pour laquelle, vers 1910, c'est Montparnasse qui va supplanter Montmartre. Mais ce qui est intéressant, c'est que Modigliani a connu absolument les deux endroits. Il a d'abord commencé sa carrière parisienne à Montmartre, puis il deviendra une des grandes figures de Montparnasse. Ce qu'on appelle un Montparnasse. Il y avait une vie très particulière dans le Montparnasse de l'époque, bien entendu. La bonne bourgeoisie venait s'encanailler d'une certaine manière aux accents du jazz qui arrivaient des États-Unis. Le jazz, les lieux de plaisir, c'est là où on retrouve aussi toutes ces filiations, parce qu'au fond, Montmartre avait été un lieu de plaisir. On se souvient du bal du Moulin de la Galette, entre autres, que Renoir a immortalisé. Eh bien, c'est exactement ce que devient Montparnasse, évidemment avec une autre atmosphère, une autre vie. Et c'est à ce moment-là que se crée ce point de fixation de toute une avant-garde, et encore une fois, une avant-garde très internationale. On a vu, tout à l'heure je racontais ça, Modigliani continuer envers et contre tout à peindre. Est-ce qu'il y avait quand même des gens qui le soutenaient, qui l'encourageaient, ou est-ce que c'était une volonté intime? Modigliani a eu de la chance, et une chance qu'il n'a pas su exploiter, parce qu'il a rencontré à Paris des personnes qui étaient prêtes à l'aider et à le soutenir. D'ailleurs, dès 1907, il rencontre un jeune médecin amateur d'art qui est le docteur Paul Alexandre, et qui est vraiment le premier à soutenir Modigliani. Donc, encore une fois, ça bat un peu en brèche cette image de l'artiste maudit, puisque le docteur Alexandre le soutient. Par la suite, il y aura des marchands importants, et c'est là où d'ailleurs Modigliani montre une sorte de liberté d'esprit étonnante, puisqu'il rencontre plus tard, en 1915, Paul Guillaume. Paul Guillaume, c'est un grand marchand, et très étonnamment, l'année suivante, il abandonne Paul Guillaume, et il va justement travailler avec ce poète polonais qui est Léopold Zborowski. Et Zborowski devient le grand soutien de Modigliani, mais reconnaissons, ça n'est pas misé sur le bon cheval. Il serait resté un poulain de Paul Guillaume, sa carrière aurait été beaucoup plus facile. Zborowski, c'est un enthousiaste, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup moins d'ouverture. Et pourquoi alors fait-il ce mauvais choix? Tout simplement parce qu'il se laisse guider par son sentiment. Ses affects, et que Zborowski est quelqu'un qui est inconditionnel de l'art de Modigliani. Il l'aime, il le soutient, et Modigliani sent à quel point il y a une adhésion de Zborowski par rapport à son art. Et donc, très logiquement, il va vers lui. Paul Guillaume, c'est un marchand qui le soutient, mais c'est un marchand sans traditionnel. On peut dire de Modigliani que s'il est un artiste maudit, c'est par rapport à sa vie et à son destin, tout à fait. Mais pas du tout par rapport à l'œuvre, puisqu'il est tout de suite apprécié. Et c'est un petit peu
ce qui va devenir le problème de Modigliani, c'est que cette fin tragique, le suicide de Jeanne Hébuterne enceinte, qui est dramatique, avec une famille absolument terrible, qui n'a jamais accepté sa liaison avec Modigliani, qui est terrible au moment du suicide de leur fille, eh bien tout ceci donne une image tellement noire et tellement romantique que très très vite on va s'emparer de Modigliani et en faire l'artiste maudit. D'ailleurs, le film de Jacques Becker, Montparnasse 19, fait totalement cette image-là. D'ailleurs, tout est complètement revu et corrigé. Le film est superbe, c'est Gérard Philippe, c'est Anouk Aimée qui joue les rôles, mais c'est une vision totalement distanciée de la réalité. Oui, une vision complètement réécrite d'une certaine manière. Mais réécrite de A à Z. Et oui, parce qu'en vérité, les problèmes de Modigliani, c'était sa maladie, cette tuberculose qui le rongeait littéralement de l'intérieur, et puis les addictions à l'alcool et à la drogue, il faut dire les choses. L'alcool a été quelque chose de terrible. Alors soyons francs, beaucoup d'artistes à l'époque, c'est le moins qu'on puisse dire, souvenons-nous de Van Gogh, Gauguin qui étaient des alcooliques. Mais chez Modigliani, l'alcool est quelque chose d'indispensable. Et soyons francs, à Montmartre, il avait rencontré quelqu'un qui était devenu un de ses grands amis, c'est Maurice Utrillo. Et Dieu sait que côté alcoolique, Maurice Utrillo était quand même très très bien placé. Et les deux ensemble, c'est vraiment une soulographie totalement essentielle. C'est quand même intéressant parce que d'habitude avec vous, Serge, nous parlons d'abord des œuvres et nous décrivons des tableaux. Et là, vous aurez remarqué que nous arrivons dans la dernière partie de l'émission et on n'a toujours parlé que de la vie du personnage. Ça n'est pas un hasard. J'oserais dire que c'est le problème de Modigliani. Eh oui, c'est son problème. Alors on va essayer d'aller contre cela, puisqu'après tout, il y a cette exposition au musée L'Âme, l'île art moderne de Villeneuve-d'Ascq. Eh bien, nous allons revenir à l'exposition et plus spécialement à l'œuvre de Modigliani. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de la vie et de la peinture de Modigliani sur Europe 1, à partir de demain et jusqu'au 5 juin, le musée du Lame à Villeneuve-d'Ascq lui consacre une exposition pour parler de Modigliani. Vous recevez Franck Ferrand, le conférencier des musées nationaux et professeur à l'Institut d'études supérieures des arts, Serge Legard. Donc cette exposition Amedeo, Modigliani, l'œil intérieur, commence demain à Villeneuve-d'Ascq. Et l'on peut dire que d'emblée, les commissaires de cette exposition ont adopté un parti pris assez fort qui est de s'éloigner du pathos, justement, de laisser tomber un peu cette vie triste. De s'éloigner de cette image d'artiste maudit. Et une des choses très révélatrices, c'est que dans l'exposition, il y aura en tout et pour tout un tableau représentant Jeanne Hébuterne, et qui est d'ailleurs un tableau différent puisque c'est un tableau qui s'appelle Maternité. C'est Jeanne Hébuterne avec la petite Jeanne, le premier enfant qu'elle a eu avec Modigliani. Chose d'ailleurs intéressante, Modigliani fait très rarement des doubles portraits. C'est un homme qui fait le portrait d'une personne, rarement de deux personnes. Donc à part ce tableau intitulé Maternité, aucun portrait de Jeanne Hébuterne ne sera présent dans l'exposition. C'est pour un peu libérer Modigliani de tout ce pathos que l'on évoquait. Alors justement, si l'on ne montre pas Jeanne Hébuterne, qu'est-ce qu'on va aller voir dans cette exposition? Alors on verra entre autres beaucoup de portraits des proches de Modigliani, puisque Modigliani a laissé une galerie absolument extraordinaire de ce Paris de Montparnasse que l'on évoquait précédemment. Il y a les portraits de toutes ces personnalités qu'il a rencontrées, le peintre Soutine, le peintre Kissling, Zborowski, ce marchand polonais qui a véritablement été un compagnon de lutte de Modigliani. Et l'exposition va montrer les portraits, ce qui est un des grands thèmes de l'œuvre de Modigliani. L'autre grand thème, c'est le nu féminin. Et je dirais qu'au fond, là, nous avons la grande dualité de l'œuvre de Modigliani, portraitiste d'un côté, peintre de la femme et du nu de l'autre. Alors pour ceux qui ne seraient pas très familiers de cette œuvre, il faut peut-être que nous l'expliquions en deux mots, Serge. On est dans un art qui reste figuratif, c'est-à-dire qu'on représente des choses, à une époque où tous les collègues, si je puis dire, de Modigliani sont en train de se tourner vers l'abstraction. On reste figuratif, mais alors c'est une figuration très stylisée en quelque sorte. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que les portraits de Modigliani ne sont jamais fidèles. Alors on parlait de Jeanne Hébuterne, même si elle ne sera pas présente dans l'exposition, les témoignages des contemporains nous disent qu'elle ne ressemblait absolument pas au portrait que Modigliani a fait d'elle. Il a fait d'elle un personnage qu'il voit de l'intérieur, d'où d'ailleurs le sous-titre de l'exposition qui a été choisi, l'œil intérieur. C'est-à-dire que dans les portraits de Modigliani, on cherche profondément une sorte de vérité que le peintre ressent. L'identité physique, la ressemblance n'est absolument pas sa préoccupation. Et d'ailleurs, à une époque, on a beaucoup reproché à
Modigliani d'avoir un art très uniforme et qu'au fond les tableaux se ressemblaient tous, que l'on avait ces visages très étirés. C'est un petit peu l'impression qu'on a, objectivement. Mais quand on le regarde vraiment, on se rend compte que ça n'est pas le cas. Il y a une vraie évolution chez Modigliani et il y a des vraies tendances. Par exemple, les portraits mettent l'accent sur la ligne. Au contraire, ce que l'on appelle les grands nus, ces grands nus féminins avec des poils dont on a parlé, sont au contraire des volumes très opulents. Il y a deux dualités là aussi dans la technique. Je parlais d'une stylisation très forte Très chez forte. lui, avec un jeu sur les lignes qui peut-être est déterminant puisque ce sont des rapports de courbes finalement, tous ces C'est un tableaux. peintre de la ligne, c'est un peintre de la synthèse. Voilà, Modigliani va à l'extrême limite de ce qui reste dans la figuration. Presque un peu le Brancusi version mais peinture. totalement, mais comme par hasard, vous avez tout à fait raison Franck, ça a été une des rencontres essentielles de Modigliani, celle de Constantin Brancusi, cet artiste roumain installé à Paris, a été tout à fait essentielle. Et je dirais d'ailleurs que cela explique aussi dans le travail de sculpture. La sculpture s'arrêtera chez Modigliani en 1914. Enfin, 1914 où il arrête totalement la sculpture. Eh bien jusque-là, le travail de Modigliani, sculpteur et peintre, est proche de Brancusi. Et je dirais que c'est une grande distanciation, par exemple, par rapport à Rodin. Rodin, c'est quelqu'un qui travaille une forme très expressive et qui travaille beaucoup par modelage. Et on sait que Modigliani avait dit d'ailleurs de la sculpture de Rodin, trop de modelage. On sait à quel point un Picasso s'est directement inspiré de l'art, ce qu'on appelle nous aujourd'hui les arts premiers, et notamment de l'art africain. Il n'y a rien d'africain chez Modigliani. On aurait quelque chose qui fait plutôt penser aux sculptures cycladiques, en quelque sorte, c'est-à-dire à la Grèce très antique. C'est ce qui est absolument extraordinaire. Modigliani au Louvre est fasciné par l'art cycladique, cet art du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Il est fasciné. Ça, c'est une chose qu'on a beaucoup mis en valeur ces dernières années par l'art égyptien. Et oui. L'art égyptien compte aussi pour lui. D'ailleurs, il comptera aussi pour Picasso. Mais il connaît l'art africain, ce qu'on appelle l'art nègre à l'époque, puisque Modigliani visite le fameux musée du Trocadéro, où sont exposées les œuvres africaines, les fameux masques africains. N'oublions pas qu'à cette époque, on est au moment de la plus grande efflorescence de l'empire colonial français, qu'on parle beaucoup d'Angkor, qu'on parle beaucoup de l'art khmer, du Cambodge, etc. Et ça aussi, ça va l'influencer. C'est absolument capital. Et c'est aussi avec l'art égyptien une des grandes découvertes de ces dernières années, c'est l'influence de l'art cambodgien, de l'art khmer, alors qu'il découvre au Trocadéro, puisque l'art oriental était aussi exposé au Trocadéro, et puis bien sûr au musée Guimet. Donc il y a les deux lieux qui sont des deux lieux de fixation par rapport à l'art khmer, et c'est aussi ça. Le travail de Modigliani, c'est de regarder l'art cycladique, l'art égyptien, l'art africain, l'art khmer, et d'une certaine façon d'en donner une lecture totalement originale. Oui, parce qu'on peut dire que tout ça finalement aboutit à des icônes byzantines. On a une impression de très grande inspiration, c'est-à-dire que la toile comporte une sorte de réflexion propre, hein, un peu comme lorsqu'on observe ces très belles et très anciennes icônes en Grèce évidemment ou ailleurs, mais particulièrement en Grèce, et qu'on a l'impression qu'on se laisse gagner par la pénétration même de l'œuvre. Mais c'est ça c'est exactement ça. Et quelqu'un qui l'a, je trouve, mais merveilleusement synthétisé, c'est le grand écrivain Le Clésio. Le Clésio a écrit cette très jolie phrase en parlant des visages de Modigliani. Il dit des visages de l'extase éclairés de l'intérieur par la grâce. Voilà. Mais c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'on retrouve l'art byzantin, l'art de l'icône. Il y a presque une dimension sacrée, alors que l'art de Modigliani est ô combien profane. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais il y a une dimension. Voilà pourquoi les parallèles peuvent être faits avec Greco, qui est un grand peintre de la représentation du visage inspiré, Botticelli, Ingres. Il y a toute une culture. Et ce qui est absolument prodigieux chez Modigliani, c'est que jamais l'on ne se trouve dans un pastiche. Il y a toujours sa dimension personnelle, ce style qui est véritablement le sien. Et je pense que quand on regarde surtout les visages de Modigliani, ces formes qui au fil du temps vont être de plus en plus étirées, avec ses yeux en amande, ses yeux vides. Alors ça aussi, c'est une chose absolument fascinante. Il représente la plupart du temps des personnages qui n'ont pas de pupilles, il n'y a pas de prunelles. C'est-à-dire que l'œil est véritablement comme un miroir sans teint. On a l'impression d'un regard comme qui une est ouverture tourné, sur une intériorité qui est sur lui-même. Oui. Et le contact avec l'extérieur est un contact qui passe d'une façon totalement différente. Mais vous vous rendez compte que nous continuons à ne pas citer d'œuvres en particulier. Il n'y a pas de chef-d'œuvre de Modigliani ? Il y en a beaucoup. Il y a les
série. Et je dirais qu'il y a entre autres les fameux nus, dont un nu a défrayé la chronique dernièrement, puisque ça c'est aussi absolument bouleversant de voir toujours à quel point le marché de l'art est d'une sorte de récupération étonnante. Modigliani, qui vendait pour rien ses dessins à Montparnasse, eh bien l'un de ses grands nus a été acheté par un collectionneur privé qui vit à Shanghai et qui a acheté le tableau pour 180 millions d'euros, c'est-à-dire l'œuvre qui est maintenant la seconde œuvre la plus chère du monde après un tableau de Picasso. On est dans un délire total et c'est quand même extraordinaire d'imaginer que Modigliani, lui, alcoolique, criait les derniers temps « Je suis Modigliani, juif, sans sou ». Alors sans sou, c'était la valeur, mais aussi c'était sans le sou. Donc il montrait à quel point il y avait en lui cette espèce de problème, qui était ce problème de ne pas vendre ou de vendre très mal. Et de nos jours, ces tableaux s'arrachent, mais c'est vrai que quand on regarde l'œuvre de Modigliani, c'est une extraordinaire galerie où les personnes sont présentes, mais c'est un style qui s'impose. Voilà pourquoi on ne peut pas chez Modigliani mettre à part un tableau. C'est une œuvre au sens plein du terme et c'est une œuvre unitaire. Je vous vois très prompt cet après-midi, Serge, à briser les images toutes faites, en fait. Alors, puisqu'on va à l'encontre des idées reçues, disons qu'il n'a pas peint que des femmes, loin de là, et pas seulement des nus, hein. Il y a pas mal de messieurs en costume aussi. Beaucoup, justement. Et là aussi, avec des visions très étonnantes, où parfois il donne des costumes qui n'ont rien à voir avec la réalité des personnages représentés. Il a peint ses propres amis peintres. Les amis peintres. Diego Rivera, là, tout à fait. Le portrait de Rivera est absolument étonnant. Le portrait de Kissling, le portrait de Soutine. Il faut revenir sur Moïse Kissling, dont on ne parle jamais d'ailleurs. Oui, qui a été un des grands... Alors voilà, là on est totalement dans cet univers de la ruche, l'univers de Montparnasse. Et ce sont tous ces artistes qui se retrouvent, qui sont d'ailleurs généralement d'origine étrangère, qui se retrouvent à Paris, qui ont des liens qui peuvent être des liens à travers également des héritages juifs ou autres, ce qui est le cas pour Moïse Kissling. La ruche est à Montparnasse ce que le bateau Lavoir était totalement. à Montmartre. Je dirais que la ruche prend la suite du bateau Lavoir. Quand le bateau Lavoir est devenu un petit peu institutionnel, c'est à ce moment-là que la ruche devient le lieu de la création. On peut dire donc que cette exposition de Villeneuve d'Ascq nous présente un autre Modigliani. Ça va relancer, vous pensez je le pense totalement. C'est un autre Modigliani. C'est bien sûr le portraitiste qui sera montré, le peintre de nu. Les deux grands thèmes sont abordés. Et puis, l'exposition va également mettre à l'honneur un collectionneur qui est Roger Dutilleul, qui est un des hommes. Un personnage très discret. C'est un acheteur. Alors, c'est l'antithèse de ces grands collectionneurs qui font parler d'eux, mais c'est quelqu'un qui se passionnait pour l'art contemporain, qui s'est carrément ruiné d'ailleurs pour l'art contemporain, et qui avait une collection tout à fait exceptionnelle où tous les grands noms de l'époque sont réunis. Mais Modigliani l'était tout particulièrement. Et d'ailleurs, son portrait est une merveille. Il y a quelque chose d'un peu, on dirait un Whistler stylisé, en fait. Mais Whistler, bravo Franck, Whistler est un des artistes que Modigliani appréciait énormément quand il est arrivé à Paris. Ses premiers amours, c'était Gauguin, Lautrec, Cézanne et Whistler qui l'intéressait. Il y a un peu de l'élégance de Whistler dans le travail de Modigliani, parce que ça, c'est une chose aussi qu'on peut noter, c'est la grâce, mais c'est aussi l'élégance. Cette peinture qui a fait scandale est une peinture extrêmement raffinée. Comment cette peinture tellement pleine de grâce, quasiment éthérée, peut-elle sortir d'un esprit bouillonnant comme celui de Modigliani et d'un caractère aussi difficile? Très difficile, parce que on brosse le personnage. Il était irascible, il était coléreux, il était paranoïaque. Vous parliez de sa liaison avec Béatrice Hastings, qui a été d'une violence totale. Alors elle aussi était totalement destructrice. Les deux ensemble, ce devait être absolument terrible. Et c'est vrai que la douce Jeanne Hébuterne à côté a dû apporter à Modigliani, mais elle a dû aussi beaucoup souffrir, parce qu'elle est à côté d'un génie, mais d'un génie terriblement violent, et l'alcool et les drogues n'arrangeaient rien. Et un génie si fulgurant qu'elle n'a pas envisagé d'y survivre. Merci beaucoup Serge Legas. Comme toujours, vous avez été lumineux et je crois qu'on a vu un peu Modigliani à travers vos propos. Pour le voir mieux encore, il suffit de se rendre à Villeneuve d'Ascq, au LAM, ce musée d'art moderne de Lille, et de visiter une exposition qui commence dès demain. Ça tombe bien. Et qui se terminera le 5 juin. Sur Europe 1, on se retrouve dans un instant. Franck Ferrand, vous répondrez à la question de Pascal sur l'origine du nom Montparnasse, le quartier de Paris. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et c'est une question de Pascal cet après-midi. Question posée sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Et Pascal vous demande, Franck Ferrand, pourriez-vous expliquer l'origine du nom Montparnasse, le quartier de Paris ? Eh bien oui, donc on y reste à Montparnasse, qui aujourd'hui
est un quartier bien sûr, mais aussi un boulevard, une gare, un cimetière, très important le cimetière Montparnasse, mais ce serait un autre sujet, une tour évidemment, ça on aimerait mieux l'oublier, et une rue. Le nom de Montparnasse, vous savez ce que c'est que le Montparnasse, hein, déjà c'était évidemment le lieu de résidence des muses dans la mythologie grecque. Ce Montparnasse, c'est le lieu de tous les arts et de toutes les grâces, bien entendu, et c'est le nom que des étudiants au XVIe, XVIIe siècle avaient donné tout à fait par dérision, hein, pour rire. Ils avaient donné ce nom à une sorte d'énorme tas de gravats qui provenaient du creusement des catacombes, parce qu'à l'époque on était dans ce quartier justement tout à fait au sud de Paris, on était loin de la ville elle-même, on était en train de creuser les carrières, vous savez, et on sortait des gravats, donc ça faisait une sorte de colline, et cette colline avait été surnommée par les étudiants le Montparnasse. Voilà l'origine du nom du quartier. Il venait d'ailleurs, on dit réciter des poèmes. Ça c'est ce qu'on dit dans les livres, dans les manuels scolaires. Je vous laisse deviner ce que pouvaient faire les étudiants au Montparnasse au XVIIe et au XVIIIe siècle. La rue du Montparnasse ne voit le jour qu'en 1773. C'est encore une sorte de terrain vague à l'époque, bien entendu, qui va subir d'énormes transformations. Et à partir du moment où le chemin de fer s'installe, avec la toute première gare Montparnasse, qui est une gare intermédiaire à l'époque, hein, qui n'est construite qu'en 1840. À partir de là, on va voir arriver des gens, comme toujours autour des gares, hein, qui n'ont pas trop de moyens, bien sûr. On a là des ruelles, des impasses qui sont pour certaines un peu sordides, mais vont s'y installer des artistes, des poètes, des écrivains qui cherchent des ateliers, qui cherchent des logements à bas prix. La rue de Montparnasse, la rue de la Gaîté et la rue de l'Ambre, tous ces noms font rêver, bien entendu, constituait au tournant de 1900 ce qu'on appelait le triangle des saltimbanques. Alors le quartier va évoluer, on l'a vu, il va se hérisser d'enseignes électriques, les premières qu'on ait vues en France dès le début des années 1920, et puis petit à petit il va un petit peu dégénérer le quartier, il faut le dire. Il est devenu de plus en plus bourgeois, de plus en plus résidentiel. Aujourd'hui c'est extrêmement chic, bien sûr, et la gare Montparnasse est totalement refaite à partir de 1960. Elle a été reconstruite à ma connaissance au moins 3 fois. La dernière c'était en 1987, et puis entre-temps, en 73, on a donc vu surgir de terre cette haute tour Montparnasse.